Charles Lemoine ajustait sa cravate en contemplant son reflet fatigué dans le miroir de l'ascenseur. Les cernes sous ses yeux trahissaient les innombrables nuits blanches de sa mère malade, Léa. Il jonglait entre la délicate administration de ses médicaments et les innombrables courriels professionnels. À 35 ans, sa vie était devenue une routine soigneusement orchestrée, se lever à 5 heures, préparer le petit déjeuner et les médicaments de sa mère, laisser des instructions détaillées à l'infirmière de jour, puis se plonger dans des réunions interminables jusqu'au soir. Le hall de verre et d'acier de l'immeuble de bureau résonnait sous ses pas assurés tandis qu'il se dirigeait vers la sortie. Directeur général de l'un des plus grands groupes de construction de la ville, Charles avait atteint un niveau de réussite professionnelle que beaucoup enviaient. Pourtant, malgré les distinctions et les réussites, la solitude pesait sur lui comme un fardeau invisible. Les murs de son bureau au dernier étage témoignaient silencieusement de ses appels nocturnes aux médecins et de ses consultations urgentes concernant l'état de Léa. Le contraste saisissant entre son monde professionnel et la réalité qui l'attendait chez lui était implacable. Tandis que ses collègues planifiaient leurs vacances ou célébraient leur promotion dans des restaurants chics, Charles mémorisait le nom des médicaments et les schémas thérapeutiques. La maladie de sa mère avait englouti non seulement ses économies, mais aussi tout espoir de vie personnelle. Par une froide soirée d'octobre, alors qu'il se dirigeait vers sa voiture dans le parking souterrain, un cri aigu déchira l'air. Surpris, Charles s'arrêta, l'écho étrange résonnant entre les piliers de béton. Le bruit provenait de la rampe de sortie, où le crépuscule déclinant éclairait à peine les ombres. S'approchant prudemment, il aperçut deux silhouettes blotties contre une colonne, des jumeaux, âgés de 8 ans maximum, vêtus de vêtements en lambeaux. Leurs visages sales ne pouvaient dissimuler la peur qui brillait dans leurs grands yeux lorsqu'ils virent Charles s'approcher dans son impeccable costume sombre. « Vous allez bien ?» demanda-t-il doucement en s'accroupissant pour soutenir leur regard. Les jumeaux échangèrent un regard silencieux, communiquant comme seuls les frères savent le faire. Le plus proche de Charles, une égratignure fraîche sur la joue, fut le premier à parler. « Nous avons faim » murmura-t-il doucement, son frère hochant la tête presque imperceptiblement. Charles les observa attentivement. Leurs vêtements usés et sales, leurs chaussures déchirées et leur expression de détresse étaient profondément troublants. Aucun enfant ne devrait porter un tel fardeau. Dans leurs yeux, il reconnut la même vulnérabilité qu'il voyait chaque matin dans le regard de sa mère, un appel désespéré à l'aide. Pendant un instant, Charles resta figé, se demandant quoi faire. La solution la plus raisonnable serait de contacter immédiatement les services sociaux. Mais quelque chose dans leurs yeux craintifs et fragiles le toucha profondément. Tendrement, il fit un choix, d'abord les mettre en sécurité, puis réfléchir à la suite. « Viens avec moi » dit-il doucement en lui tendant les mains. « On va te trouver quelque chose à manger. » Les jumeaux échangèrent un nouveau regard mesuré, pesant leurs options avec une maturité inédite pour leur âge. Finalement, le garçon qui avait parlé s'avança, suivi de près par son frère, comme lié par un fil invisible. Tandis que Charles les conduisait à sa voiture, il ignorait que cette rencontre fortuite sur un parking ombragé allait changer le cours de nombreuses vies, y compris la sienne. L'écho de leurs pas sur le béton se mêlait à eux, prélude discret au destin qui commençait à se dessiner en ce soir d'octobre. La Mercedes noire de Charles s'arrêta bientôt devant une maison coloniale restaurée, nichée dans l'un des quartiers les plus calmes de la ville. Depuis la banquette arrière, les jumeaux contemplaient avec émerveillement la façade, doucement éclairée par de vieux lampadaires. Pendant le trajet, Charles avait appris leurs noms aux Michel et Gabriel, même s'il ne parvenait toujours pas à les distinguer. « Attends ici un instant » ordonna Charles en sortant. Il devait préparer sa mère à accueillir ses visiteurs inattendus. Malgré sa maladie, Léa gardait une remarquable lucidité. Ses récentes visites chez le médecin et un traitement expérimental commençaient à montrer des signes encourageants, insufflant une énergie nouvelle à sa fragile silhouette. À l'intérieur, Charles croisa l'infirmière du soir qui rassemblait ses affaires. « Madame Léa a passé une bonne journée » dit-il. Elle a même mangé tout son dîner. Sa mère se reposait dans le salon, affalée dans son fauteuil préféré près de la fenêtre. Malgré la pâleur de son visage, ses yeux brillaient de cette lueur unique qui l'avait toujours caractérisée. « Maman » commença Charles, assis à côté d'elle. « Il faut que je te dise quelque chose. » Avant qu'il puisse continuer, un bruit extérieur attira son attention. Se penchant vers la fenêtre, il vit que les jumeaux étaient sortis discrètement de la voiture et observaient maintenant le jardin avec curiosité. « Qui sont ces enfants, mon fils » demanda Léa en se redressant légèrement. Charles prit une grande inspiration. « Je les ai trouvés sur le parking de l'entreprise. Ils étaient seuls et affamés. Je ne pouvais pas les laisser là.
À sa grande surprise, le visage de Léa s'adoucit en un sourire. « Fais les entrées, dit-elle sans hésiter. Il doit faire froid. » Quelques minutes plus tard, les jumeaux étaient assis dans la cuisine devant des bols de soupe fumant et du pain frais. L'un d'eux mangeait avec un mélange de voracité et de timidité, tandis que Léa observait depuis son fauteuil, que Charles avait déplacé près de l'entrée de la cuisine. « Ils sont identiques, murmura Léa, fascinée, comme deux petits pois dans une cosse. L'un des garçons, Gabriel ou peut-être Michel, leva brièvement les yeux. « Notre mère disait la même chose, murmura-t-il, puis il reprit son repas. C'était la première fois qu'il mentionnait leur famille, et Charles échangea un regard significatif avec sa mère. Il restait beaucoup de questions en suspens, mais tous deux savaient que le moment n'était pas venu. « Ils peuvent rester ce soir, décida Léa d'un ton ferme et sans discussion. La chambre d'amis est propre, et je crois qu'il nous reste quelques-uns de tes vieux vêtements, fiston. » Tandis que les enfants finissaient de manger, Charles observait sa mère, plus alerte que jamais depuis des semaines. Pleine d'une énergie nouvelle, elle donnait des instructions pour des draps et des pyjamas propres. La présence inattendue des jumeaux sembla réveiller quelque chose qui sommeillait depuis longtemps dans la maison. Après s'être assuré que les garçons étaient confortablement installés dans la chambre d'amis, Charles s'affala sur le canapé du salon. Il était presque 22 heures et l'épuisement le gagnait. Il alluma la télévision en silence, cherchant une petite échappatoire avant de dormir. Le journal télévisé du soir touchait à sa fin, et le présentateur annonça le point sur une affaire qui avait secoué la ville quelques mois plus tôt. Charles s'apprêtait à changer de chaîne lorsque l'image le figea sur place. Deux visages, identiques à ceux qui dormaient à l'étage, apparurent à l'écran. « Les recherches des frères Morel continuent », annonce le journaliste. Les jumeaux avaient disparu 3 semaines auparavant de l'hôpital où leur mère, Émilie Morel, gisait dans le coma. Elle était inconsciente depuis le tragique accident qui avait coûté la vie à son mari. La télécommande avait glissé des mains de Charles tandis que les images montraient la voiture accidentée sur une route de campagne déserte. Le journaliste poursuit, la police soupçonne que les enfants effrayés et confus ont fui la prise en charge temporaire qui leur a été attribuée par les services sociaux. Charles pressa ses mains sur sa tête, absorbant le poids de la révélation. Il ne s'agissait pas seulement d'enfants des rues, c'étaient des garçons orphelins de père et dont la mère était dans le coma, des fugitifs d'un système qu'il ne comprenait pas. « Tu le savais, n'est-ce pas ?» La voix douce de Léa le fit sursauter. Sa mère était entrée discrètement, appuyée sur son déambulateur. « Quoi ?» demanda-t-il. « Leur histoire est plus complexe. Ces enfants portent trop de souffrance dans leurs yeux pour être simplement pauvres. » Charles hocha lentement la tête. « Maman est vivante. Elle est dans le coma dans un hôpital de la ville. » Léa s'assit à côté de lui, la voix douloureuse mais résolue. « Alors, tu sais ce qu'on doit faire ? » « Ce n'est pas si simple, commença Charles, mais elle l'interrompit d'un geste doux. « C'est aussi simple que ça, mon fils. Leurs enfants ont besoin de voir leur mère, et elle a besoin d'eux. Parfois, l'amour est le meilleur remède. » Charles regarda sa mère, se remémorant toutes les nuits passées à son chevet à l'hôpital. Sa présence, il le savait, avait été plus apaisante que n'importe quel médicament. Il savait qu'elle avait raison. Demain, il était fermement décidé à découvrir dans quel hôpital elle se trouvait. Mais d'abord, il y avait une urgence, il devait parler aux enfants. Gagner leur confiance était essentiel, alors seulement, il pourrait espérer entendre toute la vérité. Léa sourit un sourire qui avait toujours eu le pouvoir remarquable d'illuminer même les jours les plus sombres de Charles. « Ils le feront », lui assura-t-elle doucement. « Ils ont déjà commencé à se confier. Tu ne te rends pas compte ? Ils t'ont choisi, parmi toutes les personnes qu'ils auraient pu rencontrer sur ce parking. » Le journal télévisé passa à un autre sujet, mais Charles n'y prêta aucune attention. Son esprit était occupé, il planifiait déjà le lendemain, comment aborder les jumeaux, comment gagner leur entière confiance. À l'étage, Michel et Gabriel dormaient paisiblement, ignorant que leur destin était sur le point de prendre une tournure inattendue. Le lendemain matin, Charles trouva les jumeaux dans la cuisine, partageant le petit déjeuner avec Léa. Leur mère, plus animée que jamais depuis des semaines, racontait des histoires de l'enfance de Charles. Les jumeaux répondirent par un rire timide mais sincère, la chaleur ambiante étant palpable. « Michel, Gabriel » appela Charles en s'asseyant devant eux. « Il faut qu'on parle. » Les enfants échangèrent un rapide regard, et la joie sur leur visage s'évanouit aussitôt. « Tu vas nous rendre l'appareil » demanda l'un d'eux, probablement Michel, d'une voix tremblante.
Charles hésita, puis répondit fermement. Il leur parla de la nouvelle qu'ils avaient vue à la télévision la veille, les nouvelles concernant leur mère, Émilie. Un silence pesant s'ensuivit, pesant et oppressant. Gabriel baissa les yeux sur son bol de céréales, tandis que Michel serrait les poings sous la table. Les services sociaux ne veulent pas qu'on le garde, murmura Gabriel. Ils ont dit qu'il valait mieux attendre, qu'on les contrarierait, ajouta Michel doucement. Ils nous ont placés dans des foyers différents. Nous ne pouvions pas être séparés, expliqua Gabriel, la voix presque brisée. Léa tendit la main par-dessus la table et prit doucement celle de Gabriel. Personne ne vous séparera ici, le rassura-t-elle d'une voix calme mais ferme, une voix que Charles connaissait trop bien. Tu veux voir ta mère, demanda Charles directement. Les deux enfants levèrent les yeux simultanément, leurs yeux brillants de larmes retenues. Nous pouvons, murmura Michel, l'espoir à peine contenu dans sa voix. Charles hocha la tête. J'ai appris qu'elle était à l'hôpital central. On pourra y aller cet après-midi, après avoir réglé quelques affaires au bureau. Mais la police a commencé. Commença Gabriel. Je m'occupe de tout, l'interrompit Charles fermement. Tu n'as qu'à me faire confiance. Peux-tu faire ça, demanda-t-il. Les jumeaux se regardèrent longuement, communiquant silencieusement, un lien tacite les unissant. Finalement, ils acquiescèrent d'un signe de tête. Bien. Richard, maintenant finis ton petit déjeuner. Ensuite, on t'achètera de nouveaux vêtements. Tandis que les enfants retournaient à leurs céréales, un enthousiasme renouvelé illuminant leur visage, Charles sentit la main de sa mère se poser doucement sur son bras. La regardant dans les yeux, il vit la fierté maternelle qui avait toujours été sa plus belle récompense. Je vais avoir besoin que l'infirmière reste avec toi un moment, murmura Léa. Mais aujourd'hui, elle murmura, ne t'inquiète pas pour moi. Fais ce que tu as à faire, répondit Léa. Ces enfants ont besoin de leur mère, et leur mère a besoin d'eux. Charles passa la matinée à téléphoner depuis son bureau, usant de son influence pour que son séjour à l'hôpital se déroule sans encombre. Homme d'affaires influent de la ville, ses relations lui ouvrirent des portes qui, autrement, seraient restées closes. Cet après-midi-là, alors qu'il se rendait à l'hôpital avec les jumeaux à l'arrière vêtus de vêtements neufs et le visage fraîchement lavé, Charles priait en silence pour que cette décision soit la bonne. Dans le rétroviseur, il aperçut le mélange d'anxiété et d'espoir qui se reflétait sur leurs visages identiques. Il savait que, quelle que soit l'issue, il n'avait pas d'autre choix. Le silence du couloir de l'hôpital n'était troublé que par le faible bourdonnement des machines et le murmure lointain des infirmières. Charles, une main posée sur l'épaule de chaque jumeau, s'arrêta devant la chambre 307. Par la petite fenêtre de la porte, il aperçut la silhouette immobile d'Émilie Morel, reliée à plusieurs moniteurs. « Es-tu prêt ?» murmura Charles. Les enfants hochèrent la tête simultanément, bien qu'un léger tremblement secoua leurs épaules. Le docteur Gord, qui avait accepté la visite après les efforts persistants de Charles, attendait à son chevet. « Vous pouvez vous approcher, dit-elle doucement. Parlez-lui. Les patients dans le coma entendent souvent. » Michel fut le premier à s'avancer, immédiatement suivi par Gabriel. Ils s'approchèrent du lit avec précaution, comme s'ils craignaient qu'un mouvement brusque ne vienne briser la paix fragile du moment. « Maman, » murmura Michel, sa voix à peine audible. « C'est nous. »« Tu nous manques » ajouta Gabriel en prenant doucement la main de leur mère. Charles regardait depuis la porte, retenant son souffle. Émilie resta immobile, le visage encadré de câbles et de tubes. C'était une jeune femme, remarqua Charles à voix basse, notant la ressemblance avec ses enfants malgré son état. « Tu te souviens quand tu nous chantais avant de dormir ?» continua Michel, la voix plus forte. Le chant du petit bateau. Puis, à la surprise générale, ils se mirent à chanter doucement, leur voix d'enfant se mêlant à une berceuse simple et douce, transmise de génération en génération. Les voix de Michel et Gabriel tremblaient en se remémorant les moments heureux passés avec leur mère. Tandis que leur chant emplissait la pièce, les doigts d'Émilie, délicatement tenus par Gabriel, bougeaient légèrement. Le moniteur cardiaque indiquait un changement de rythme subtil et indéniable. Le docteur Gord se pencha rapidement pour vérifier leurs signes vitaux. « Continuez », encouragea-t-elle les enfants. « Continuez à lui parler. »« Maman, Charles nous a protégés, » dit Gabriel en lui serrant doucement la main. « Lui et Maman Léa nous ont donné un endroit où dormir, de la nourriture chaude et des vêtements neufs, » a ajouté Michel en touchant sa chemise propre. « Mais tu nous manques tellement. » Le moniteur cardiaque continuait de fluctuer.
Les paupières d'Émilie battaient et un son faible, presque imperceptible, s'échappait de ses lèvres. Elle réagit, s'exclama le médecin, appelant immédiatement une infirmière. C'est extraordinaire. Charles s'approcha des jumeaux, posant des mains protectrices sur leurs épaules tremblantes. Cette fois, leur tremblement n'était pas dû à la peur, mais à une vague d'émotions contenues. Michel? Gabriel? Le murmure était bas, brisé, mais indubitable. Des larmes coulaient librement sur les visages des jumeaux tandis que le personnel médical remplissait la pièce. Le docteur Gord sourit avec émotion et fit signe à Charles d'attendre dehors pendant que les évaluations nécessaires étaient effectuées. Dans le couloir, Charles serrait les enfants contre lui, entendant leurs sanglots discrets contre sa poitrine. Par la fenêtre de la chambre, il voyait les mouvements frénétiques de l'équipe médicale. Mais ce qui le touchait profondément, c'était le miracle dont il venait d'être témoin, la puissance de l'amour de deux enfants ramenant leur mère à la vie. Les jours suivants reprirent une routine. Charles réorganisa soigneusement son emploi du temps pour emmener les jumelles à l'hôpital chaque après-midi. Bien que l'état d'Émilie fût lent, il progressait régulièrement, et chaque petit pas en avant était célébré comme une victoire. Un après-midi, Émilie demanda doucement « Comment va ta mère ?» Sa voix était encore faible mais devenait plus claire. Les jumeaux jouaient tranquillement dans le couloir sous l'œil vigilant d'une infirmière, permettant à Charles et Émilie un moment de conversation privée. « Est-ce qu'elle va bien ?» demanda Charles, surpris par la question. « Les enfants lui ont donné une nouvelle énergie », répondit Émilie. Prendre soin de lui a donné un sens à sa vie. Elle essaya de s'asseoir un peu plus droite et Charles s'empressa d'ajuster ses oreillers. « Je ne vous remercierai jamais assez, » murmura-t-elle. « Non seulement de prendre soin de mes enfants, mais aussi de les avoir amenés ici. Les médecins disent que c'est ta présence qui m'a aidé à me réveiller, » a ajouté Émilie. « Tu n'as aucune raison de me remercier, » dit Charles, se souvenant de la solitude dans les yeux des jumeaux ce soir-là, sur le parking. Ils nous ont aidés aussi. Par la fenêtre de la chambre, il vit Michel et Gabriel rire en partageant un jeu de société avec un autre petit patient. Les voir ainsi, jouer et agir comme des enfants de leur âge, valait tous les efforts. La voix d'Émilie devint sérieuse. « Que va-t-il se passer quand je sortirai de l'hôpital ?» Les services sociaux, répondit doucement Charles, interrompant son inquiétude. « Ne vous inquiétez pas pour ça maintenant. J'ai de bons avocats qui travaillent sur cette affaire. Les jumeaux ne retourneront pas dans le système, je vous le promets. » Des larmes brillaient dans les yeux d'Émilie lorsqu'elle demanda « Pourquoi ? Pourquoi fais-tu tout ça ? On ne se connaissait pas. Tu n'avais aucune obligation. » Charles resta silencieux un instant, regardant les enfants jouer par la fenêtre. Il finit par parler « Tu sais, chaque matin, quand j'arrive au bureau, je vois des gens prendre des décisions basées sur des chiffres et des profits. Mais ce soir-là, sur le parking, la décision n'était pas une question de chiffres. Il s'agissait de faire ce qui était juste. » Soudain, la porte s'ouvrit et les jumeaux entrèrent en courant, interrompant la conversation. « Maman, maman !» s'écria Gabriel, tout excité. « La dame au chariot nous a prêté un nouveau puzzle, et elle dit qu'on peut le finir ici avec toi », ajouta Michel en désignant la boîte colorée. Émilie sourit, un sourire qui s'accentuait de jour en jour. « Charles viendra avec nous ?» demanda-t-elle doucement, le regardant avec un mélange de gratitude et d'autre chose, quelque chose qu'aucun des deux n'osait encore nommer. « Bien sûr », répondit-il en rapprochant les chaises du lit. « Mais je vous préviens, je suis nul en puzzle. » Alors qu'ils se concentraient tous sur les pièces éparpillées sur la table de l'hôpital, Charles ne pouvait s'empêcher de penser à la façon dont la vie ressemble parfois à un puzzle, des pièces apparemment sans rapport entre elles qui finissent par s'assembler parfaitement. Le docteur Gore examina les derniers résultats avec un sourire satisfait. Après 3 semaines de soins intensifs, les progrès d'Émilie dépassaient largement toutes les attentes médicales. « C'est presque comme si votre corps attendait le moment précis pour se réveiller », commenta le médecin en vérifiant les réflexes d'Émilie. « Les niveaux de réponse neurologique sont extraordinaires, compte tenu du temps que vous avez passé dans le coma. » Émilie, désormais capable de s'asseoir toute seule, tourna son regard vers la fenêtre d'où elle pouvait voir Charles se promener dans le jardin de l'hôpital avec les jumeaux. « Il a une raison très importante de revenir », répondit-elle doucement. La séance de kinésithérapie de cet après-midi-là fut particulièrement éprouvante. Avec l'aide de 2 thérapeutes, Émilie fit ses premiers pas depuis l'accident. Ses jambes tremblaient sous l'effort, mais sa détermination restait inébranlable. « Regarde, maman, elle marche !» s'écria Michel, la joie dans sa voix résonnant dans la salle de kinésithérapie.
Les jumeaux étaient arrivés avec Charles juste à temps pour assister à ce moment incroyable. « Tu t'en sors très bien, maman », dit Gabriel tandis que les deux enfants les observaient depuis la porte, doucement retenus par Charles pour ne pas interrompre l'exercice. Les thérapeutes échangèrent un regard inquiet, mais le docteur Gore, observant depuis un coin, hocha la tête en signe d'approbation. Avec une attention infinie, ils guidèrent Émilie sur les derniers mètres jusqu'à l'endroit où les jumeaux les attendaient. Charles regarda, le cœur lourd, Émilie s'agenouillait péniblement, soutenue par les thérapeutes, pour prendre ses enfants dans ses bras. Tous trois se fondirent dans une étreinte qui semblait contenir toutes les peurs, les espoirs et l'amour accumulés pendant les mois de séparation. « Mes braves petits », murmura Émilie entre ses larmes. « On a réussi. » Ce soir-là, alors que les jumeaux dormaient dans des fauteuils près du lit d'Émilie, Charles partagea un café avec elle dans le silence de la chambre d'hôpital. « Le docteur Gore dit que je peux rentrer chez moi dans une semaine », commenta Émilie, la voix pleine d'espoir et d'inquiétude. « Même si j'en aurais encore besoin. » Charles avait soigneusement réorganisé son emploi du temps afin de pouvoir emmener les jumelles à l'hôpital chaque après-midi. L'état d'Émilie, bien que lent, s'améliorait régulièrement, et chaque petit pas en avant était célébré comme une victoire. Un après-midi, Émilie demanda doucement « Comment va ta mère ?» Sa voix était encore faible, mais devenait de plus en plus claire. Les jumeaux jouaient dans le couloir sous la surveillance d'une infirmière, permettant à Charles et Émilie de discuter en privé. « Elle va bien », répondit Charles, surpris par la question. Les enfants lui insufflèrent une nouvelle énergie. Il pensa, prendre soin d'eux leur a donné un sens supplémentaire à leur vie. Émilie essaya de se redresser un peu, et Charles se précipita pour ajuster ses oreillers. « Je ne vous remercierai jamais assez », murmura-t-elle. « Non seulement d'avoir pris soin de mes enfants, mais aussi de les avoir amenés ici. Les médecins disent que c'est votre présence qui m'a aidé à me réveiller. » « Tu n'as aucune raison de me remercier, » répondit Charles, se souvenant de la solitude dans les yeux des jumeaux cette nuit-là, sur le parking. Ils nous ont aidés aussi. Par la fenêtre de la chambre, ils pouvaient voir Michel et Gabriel rire en jouant à un jeu de société avec un autre petit patient. Les voir ainsi, se comporter comme des enfants normaux de leur âge, valait tous les efforts. La voix d'Émilie devint plus sérieuse. « Que se passera-t-il quand je sortirai de l'hôpital ? » Les services sociaux. « Ne vous inquiétez pas pour ça maintenant », l'interrompit-il doucement. « J'ai de bons avocats qui travaillent sur cette affaire. Les jumeaux ne retourneront pas dans le système, je vous le promets. » Les larmes brillèrent à nouveau dans les yeux d'Émilie. « Pourquoi fais-tu tout ça ? On ne se connaissait pas. Tu n'avais aucune obligation. » Charles resta silencieux un instant, observant à nouveau les enfants par la fenêtre. « Vous savez, chaque matin, quand j'arrive au bureau, je vois des gens prendre des décisions basées sur des chiffres et des profits. Mais ce soir-là, sur le parking, la décision n'était pas une question de chiffres, mais de justice. » La porte s'ouvrit à nouveau et les jumeaux entrèrent en courant, interrompant la conversation. « Maman, maman » s'écria Gabriel. « La dame au chariot nous a prêté un nouveau puzzle, et elle dit qu'on peut le terminer ici avec toi », ajouta Michel en désignant la boîte colorée. Émilie sourit, un sourire qui devenait un peu plus fort chaque jour. « Charles viendra avec nous ?» demanda-t-elle, les yeux remplis de gratitude et d'autres sentiments inexprimés, des choses qu'aucun d'eux n'osait encore nommer. « Bien sûr », répondit-il en rapprochant les chaises du lit. « Mais je vous préviens, je suis nul en puzzle. » Alors que tous les quatre se concentraient sur les pièces éparpillées sur la table de l'hôpital, Charles ne pouvait s'empêcher de penser à la façon dont la vie ressemble parfois à un puzzle, des pièces apparemment déconnectées qui, d'une manière ou d'une autre, finissent par s'assembler parfaitement. Le docteur Gore examina les derniers résultats avec un sourire satisfait. Après 3 semaines de soins intensifs, Émilie avait progressé au-delà de toutes les attentes médicales. « C'est presque comme si votre corps attendait le moment idéal pour se réveiller », dit le médecin en vérifiant les réflexes d'Émilie. « Les niveaux de réponse neurologique sont extraordinaires, compte tenu de la durée du coma. » Émilie, désormais capable de s'asseoir sans aide, tourna son regard vers la fenêtre où elle vit Charles marcher dans le jardin de l'hôpital avec les jumeaux. « Il y a une raison très puissante pour que je revienne, » répondit-elle doucement. La séance de kinésithérapie de cet après-midi-là fut particulièrement éprouvante. Avec l'aide de 2 thérapeutes, Émilie fit ses premiers pas depuis l'accident. Ses jambes tremblaient sous l'effort, mais sa détermination restait inébranlable. « Regarde, maman, elle marche » s'écria Michel, son émotion résonnant dans la salle de thérapie.
Les jumeaux étaient arrivés avec Charles juste à temps pour assister à ce moment incroyable. « Tu t'en sors très bien, maman », dit Gabriel tandis que les enfants regardaient depuis la porte, doucement retenus par Charles pour ne pas interrompre l'exercice. Les thérapeutes échangèrent des regards inquiets, mais le docteur Gore, observant depuis un coin de la pièce, hocha la tête en signe d'approbation. Avec une attention infinie, ils guidèrent Émilie sur les derniers mètres jusqu'à l'endroit où les jumeaux attendaient. Charles regarda, le cœur lourd, Émilie s'agenouillait péniblement, aidée par les thérapeutes pour prendre ses enfants dans ses bras. Les trois se sont fondus dans une étreinte qui semblait contenir toutes les peurs, les espoirs et l'amour accumulés pendant les mois de séparation. « Mes braves petits », murmura Émilie en larmes. « On a réussi. » Cette nuit-là, tandis que les jumeaux dormaient dans les fauteuils près du lit d'Émilie, Charles partageait un café avec elle dans la chambre d'hôpital silencieuse. « Le docteur Gore dit que je peux rentrer chez moi dans une semaine », commenta Émilie, sa voix mêlant espoir et inquiétude. « Même si j'ai encore besoin d'une thérapie ambulatoire. » Charles hocha la tête, se remémorant la conversation qu'il avait eue ce matin-là avec ses avocats. « Tout est réglé. Ma maison est assez spacieuse, et Léa sera ravie d'avoir plus de compagnie pendant que tu termines ta convalescence. » Charles commença à protester Émilie, mais il leva la main pour l'arrêter. « Ce n'est pas une contrainte, Émilie. C'est ce que font les familles. » Le mot « famille » flottait entre eux, lourd de sens. Émilie regarda ses enfants endormis, puis tourna son regard vers Charles, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. « Vous savez, avant l'accident, je pensais toujours être assez forte pour tout faire seule, a-t-elle dit. Maintenant, je comprends que la vraie force réside dans le fait de savoir accepter de l'aide. » La maison de Charles a pris un nouveau souffle avec l'arrivée d'Émilie. La chambre d'amis, désormais aménagée pour sa rééducation, est devenue un espace lumineux où les jumeaux passaient leurs après-midi à faire leurs devoirs sous la surveillance de leur mère, tandis qu'elle poursuivait ses exercices. Léa, en particulier, semblait se ressourcer en présence d'Émilie. Les deux femmes développèrent rapidement une complicité particulière, partageant de longues conversations dans le jardin tout en regardant les enfants jouer. « Je n'ai jamais vu Charles aussi serein », remarqua Léa un après-midi tandis qu'Émilie l'aidait à s'installer dans son fauteuil préféré. « Il a toujours été un bon fils, mais depuis que tu es là, il y a une autre lueur dans ses yeux. » Émilie rougit légèrement en ajustant la couverture sur les jambes de Léa. « On te doit tant. Parfois, je me demande comment je pourrais un jour te racheter pour tout ce que tu as fait pour nous. » « L'amour n'a pas besoin de compensation, ma chère, » répondit Léa en prenant la main d'Émilie. Bien que sa voix se soit brisée sous le choc soudain qui l'avait secouée, Émilie réagit promptement, attrapant le verre d'eau et les médicaments de Léa tout en l'aidant. Elle remarqua les signes d'inquiétude sur le visage de la vieille femme, si semblable à l'expression qu'elle avait aperçue sur celui de Charles ces derniers jours. « Depuis combien de temps es-tu malade ?» demanda doucement Émilie une fois Léa rétablie. « Trop longtemps », soupira Léa. Les médecins avaient essayé plusieurs traitements, mais elle s'interrompit, le regard perdu dans le jardin où jouaient les jumeaux. Émilie observait la femme qui était devenue une seconde mère pour ses enfants, celle qui les avait accueillis sans hésitation lorsqu'ils avaient le plus besoin d'elle. Une décision se forma dans son esprit. « Léa, » dit-elle d'un ton déterminé, « me permettriez-vous de parler à vos médecins ? Peut-être pourrions-nous demander d'autres avis, d'autres traitements. » Les meilleurs spécialistes l'ont déjà vu, intervint doucement Charles en entrant dans le jardin. « Le problème n'est pas de trouver le bon traitement, » dit doucement Léa, « mais le coût. » Émilie a soudainement compris le poids des factures d'hôpital, des médicaments spécialisés et des soins infirmiers. Tout cela s'ajoutait au coût de fonctionnement de Fafo. « Ne t'inquiète pas pour ça, » dit Léa en essayant de sourire. « J'ai eu une belle vie. »« Non, » répondit fermement Émilie. « Tu n'as pas capitulé quand nous avions le plus besoin de toi. Nous ne capitulerons pas avec toi maintenant. » Charles observait Émilie avec un mélange de surprise et d'admiration. Il retrouvait en elle la même détermination qui l'avait aidé à se rétablir, la même force qui l'avait poussé à se battre pour ses enfants. « Il doit y avoir un moyen, » insista Émilie, l'esprit bourdonnant d'idées. « Et nous le trouverons ensemble. » Émilie était en train de trier les documents que les avocats de Charles avaient récupérés dans son ancienne maison lorsqu'elle trouva une enveloppe. Il s'agissait d'un document froissé de la compagnie d'assurance, daté de 2 semaines avant l'accident. Ses mains tremblaient lorsqu'elle l'ouvrit. Charles le remarqua immédiatement, la voix brisée par l'émotion. « Charles !» Il aidait les jumeaux à faire leurs devoirs dans la salle à manger, mais il s'est précipité. « Qu'est-ce qui se passe ? Ça va ?
Regarde, dit Émilie en lui tendant le document. Romain, mon mari, avait mis à jour son assurance vie juste avant l'accident. Il ne m'en a jamais parlé. Charles prit les papiers et commença à lire, ses yeux s'écarquillant de surprise tandis qu'il calculait les chiffres. Émilie, d'était-ce à considérable somme. Plus que considérable, murmura-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. Romain a toujours été comme ça, il pensait à nous avant de penser à lui. Il a dû sentir quelque chose. Michel et Gabriel, attirés par le vacarme, se penchèrent à la porte du bureau. « Maman » demanda Gabriel avec inquiétude, « es-tu triste ?» Émilie ouvrit ses bras et les jumeaux se précipitèrent pour la serrer dans leurs bras. « Non. Mes chéris, ce sont des larmes de gratitude. Votre père nous a laissé un cadeau très spécial. » Charles, toujours en train d'examiner les documents, dit, « Avec ça, tu pourrais acheter une nouvelle maison, garantir l'éducation des enfants et payer le traitement de Léa. » Émilie l'interrompit fermement, « Charles, tu te trompes. Ce n'est pas une offre. » Charles leva les yeux, surpris. « Ce n'est pas une offre ?» Elle répondit avec un sourire déterminé, « C'est une décision. Romain nous a protégés. Maintenant, il est temps pour nous de protéger ceux qui nous ont aidés. » Les jumeaux, bien que ne comprenant pas pleinement la situation, ressentaient l'importance du moment. « Grand-mère Léa va aller mieux ?» demanda Michel avec espoir. « Nous allons tout faire pour Émilie en serrant encore plus fort ses enfants dans nos bras. C'est ça, la famille. » Charles s'assit à côté d'eux, submergé par l'émotion. « Émilie, ne fais même pas ça, dit-il doucement. » Elle sourit et lui prit la main. « Tu as déjà tant fait pour nous. Laisse-nous faire ça pour toi, pour Léa. » À ce moment-là, l'infirmière de Léa apparut dans l'embrasure de la porte. « Monsieur Charles, votre mère demande à vous voir. Elle dit qu'elle a faim et qu'elle aimerait dîner avec sa famille. » Tous les quatre échangèrent des regards et des sourires entendus. « Allons-y, » dit Émilie en se levant avec l'aide de Charles. « Nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer. » Alors qu'elle se dirigeait vers la salle à manger, Émilie serra l'enveloppe contre sa poitrine, sachant qu'à l'intérieur se trouvait non seulement le dernier gage d'amour de Romain, mais aussi l'occasion de leur rendre une partie de la gentillesse qu'ils avaient reçue. Parfois, pensait-elle, les bénédictions arrivent de la manière la plus inattendue, comme un ange gardien qui continue de veiller sur sa famille même après son départ. L'hôpital privé se dressait majestueusement devant eux, ses installations modernes étincelant au soleil matinal. Léa, assise dans son fauteuil roulant, tenait la main d'Émilie en attendant les résultats des derniers examens. « Je n'arrive pas à croire qu'on en soit là, » murmura Léa en regardant les médecins spécialistes aller et venir. « Je n'aurais jamais cru avoir autant de chance. » Émilie sourit en se remémorant le visage de l'oncologue lorsqu'il lui avait présenté le cas de Léa. Le nouveau traitement expérimental, bien que coûteux, avait donné des résultats prometteurs dans des cas similaires. La déclaration de sinistre de Romain est arrivée juste à temps. « Les résultats sont encourageants », a annoncé le docteur Mendoza, un médecin expérimenté qui avait travaillé sur des cas similaires pendant des années, alors qu'elle entrait dans la salle, portant une pile de dossiers d'examen. La réponse au traitement initial a dépassé nos attentes, a-t-elle déclaré avec un sourire chaleureux qui contrastait avec son expression professionnelle habituelle. Il reste encore beaucoup à faire, mais je suis optimiste. Charles, debout près de la fenêtre, s'approcha. Est-ce que ça veut dire qu'on peut passer à la phase suivante du traitement? Le médecin a confirmé, les cellules répondent positivement à la thérapie. Léa porta une main à sa bouche pour retenir un sanglot. Émilie la serra doucement dans ses bras tandis que Charles s'agenouillait devant sa mère, lui prenant les mains. « Où sont mes petits-enfants » demanda Léa, tentant de prolonger l'émotion. « J'ai besoin de leur câlin pour me souhaiter bonne chance avant de commencer la salle de jeu de l'hôpital, » répondit Émilie. « Je leur ai promis qu'ils pourraient venir te voir après la consultation. » Le docteur Mendoza connaissait déjà la dynamique familiale. « Les enfants sont d'excellents médecins » a-t-il expliqué. Le soutien familial est crucial dans ce type de traitement. Tandis que le médecin expliquait les détails de l'intervention suivante, Émilie observait Charles et Léa. Elle se souvenait des nuits passées à l'hôpital, où ses enfants et Charles ne la quittaient jamais. Aujourd'hui, c'était à son tour de lui rendre cet amour et cette dévotion. Les voix de maman, Michel et Gabriel résonnaient depuis la porte. Le docteur Mendoza les a accueillis chaleureusement. « Mes petits docteurs » s'exclama Léa, le visage illuminé. « Nous avons dessiné toute la famille » a ajouté Gabriel en désignant les personnages sur son papier. Léa examina les dessins, les yeux pleins de larmes.
Sur une photo, tout le monde était réuni, elle, Charles, Émilie et les jumeaux, tous main dans la main sous un soleil éclatant. C'est parfait, murmura-t-elle doucement en serrant les enfants dans ses bras. Comme notre famille, Émilie et Charles échangèrent un regard ému. Au cœur de leur unité, ils avaient trouvé quelque chose de vraiment précieux, une famille qui se choisissait, qui se soutenait inconditionnellement. D'accord, dit le docteur Mendoza en fermant son dossier. On commence. Le bureau de Charles avait subtilement changé ces derniers mois. Aux côtés des austères documents professionnels se trouvaient désormais des dessins colorés des jumeaux et une photo de famille prise dans le jardin lors du dernier anniversaire de Léa. « Tu as un moment ?» La voix d'Émilie le surprit en pleine lecture d'un contrat. Elle se tenait à la porte, un dossier à la main. « Bien sûr, entre », répondit Charles, remarquant qu'Émilie gagnait en assurance chaque jour. Sa rééducation avait été un succès total. Il songea à quel point elle avait changé en s'asseyant à son bureau. « Avant l'accident, je travaillais dans la gestion de projets sociaux et j'ai remarqué que votre entreprise avait une fondation, même si elle n'était pas très active, » commença Émilie. Charles acquiesça, se souvint du projet qu'il avait lancé il y a des années, mais qu'il n'avait jamais pleinement développé. « J'aimerais aider, » poursuivit Émilie avec sérieux. « Je pourrais organiser des programmes de soutien pour les familles dans une situation similaire à la nôtre. Tant d'enfants ont besoin d'une chance. » Elle marqua une pause, son regard croisant le sien. Charles sourit doucement. « Tu n'as pas besoin de travailler, l'argent n'est pas le problème, » répondit-elle fermement. « Il s'agit de rendre l'appareil. D'ailleurs, ajouta-t-elle en souriant, je suis un peu folle à la maison maintenant que les enfants sont à l'école et que Léa va mieux. » Charles l'observa attentivement. Le temps avait transformé la femme fragile qu'il avait rencontrée à l'hôpital en une personne forte et déterminée. Sa présence apportait non seulement de la joie à leur foyer, mais aussi un regard neuf sur la vie. « La fondation est la tienne, » décida-t-il à voix haute. « Tu auras toute liberté pour développer les programmes que tu jugeras nécessaires. » Les yeux d'Émilie brillèrent d'émotion. « Vraiment, j'ai tellement d'idées. On pourrait commencer par soutenir les mères célibataires, et peut-être. » Elle s'interrompit en voyant Charles sourire chaleureusement. « J'adore te voir comme ça, Émilie, si enthousiaste et pleine de projets. » Une légère rougeur lui monta aux joues. Le silence qui suivit fut lourd de sentiments non exprimés qui avaient naturellement germé entre eux. Charles murmura doucement, et après un moment, elle répondit enfin. « Parfois, je me demande si Romain avait tout prévu, comme s'il savait qu'on aurait besoin d'aide et que tu serais là. »« Tu crois au destin ?» demanda-t-il en se levant pour s'asseoir au bord de son bureau, plus près d'elle. « Je crois aux gens qui choisissent de faire ce qui est juste, » répondit Émilie d'une voix douce mais assurée. « Comme toi, cette nuit-là sur le parking. » Leurs regards se croisèrent et, à cet instant, toutes deux sûres que leur vie avait changé irrémédiablement, non seulement à cause des circonstances qui les avaient réunies, mais aussi à cause des choix qu'elles avaient faits. Les dîners de famille étaient devenus un rituel sacré. Ce soir-là, tandis que Léa aidait les jumeaux à mettre la table, Charles et Émilie préparaient le dîner ensemble dans la cuisine, dansant dans une danse silencieuse témoignant de la familiarité et du confort qu'ils avaient construit au fil du temps. « Tu te souviens de la première nuit où les enfants étaient là ?» demanda Émilie en coupant des légumes. « Ils avaient tellement peur », sourit Charles en remuant la sauce qu'il préparait. « Et maintenant, c'est lui qui dirige pratiquement la maison. » Tout avait tellement changé, songea doucement Émilie. Soudain, un cri de joie venant de la salle à manger interrompit ses pensées. Michel avait plié une serviette en une forme originale, suivant les instructions de Léa. « Maman, Charles, venez voir » s'écria Gabriel, tout excité. Lorsqu'ils entrèrent dans la salle à manger, la scène les coupa le souffle. Léa, désormais plus à l'aise grâce à son traitement, avait appris aux enfants l'art de la décoration de table, une de ses passions. « C'est magnifique, mon amour », complimenta Émilie, admirant le travail de son fils. Charles regarda Émilie se pencher pour embrasser Michel, la lumière du coucher de soleil traversant la fenêtre l'enveloppant d'une lueur dorée. L'espace d'un instant, son cœur s'arrêta. « On peut manger dans le jardin » suggéra Gabriel. « C'est une si belle soirée. »« C'est une excellente idée » acquiesça Léa en échangeant un regard entendu avec les enfants tandis qu'ils apportaient le dîner dehors. Charles remarqua que les jumeaux avaient accroché des guirlandes lumineuses parmi les buissons, créant une atmosphère magique. « Vous avez prévu ça » murmura-t-il à leur mère, les enfants ne l'entendant pas. Léa sourit mystérieusement. « Peut-être que parfois, les adultes ont besoin d'un peu d'aide de la part des plus jeunes. » Le dîner se déroula dans les rires et les conversations,
un simple prétexte pour se retrouver. Après le dessert, les enfants s'empressèrent de jouer dans le jardin, et Léa s'excusa pour se reposer même si tout le monde savait qu'elle resterait à les observer par la fenêtre. Charles et Émilie se retrouvèrent seuls sous les étoiles. « Émilie, » commença Charles d'une voix légèrement tremblante, « ces derniers mois ont été. » « Je sais, » l'interrompit-elle doucement, les yeux brillants sous la lumière des lumières du jardin. « Je ne veux pas te brusquer, » poursuivit-il. « Je sais que tu as traversé beaucoup d'épreuves, et les enfants, ils t'adorent. » Émilie s'approcha. Le silence qui suivit était plein de promesses et de possibilités. Charles tendit la main et effleura doucement la joue d'Émilie. « Je n'essaie pas de remplacer Romain, » murmura-t-il. « Je sais, » répondit-elle en posant sa main sur la sienne. « Et il voudrait que nous soyons tous heureux. » Le rire des jumeaux résonna dans le jardin tandis que Charles se penchait lentement vers Émilie. Leurs lèvres s'échangèrent un doux baiser, empli de tendresse et de promesses d'un avenir commun. Sous la direction d'Émilie, la fondation avait pris vie. L'ancienne salle de conférence servait désormais de centre d'accueil pour les familles en difficulté, et les rires des enfants résonnaient fréquemment dans les couloirs, autrefois uniquement animés par les conversations professionnelles. « Tu es prêt ?» demanda Charles en jetant un coup d'œil dans le bureau d'Émilie. C'était vendredi après-midi, et ils avaient une réunion spéciale avec les jumeaux. Émilie sourit en rangeant les derniers documents. « Tu crois qu'ils se doutent de quelque chose ? » « Pas du tout, » répondit-elle. Léa les avait complètement distraits avec son projet de biscuits maison. Le trajet du retour s'est déroulé paisiblement. Émilie tenait nerveusement un dossier sur ses genoux. À leur arrivée, un parfum de vanille et de chocolat emplissait l'air, mêlé au rire des enfants et à la voix enjouée de Léa. « Vous êtes arrivés » s'écria Michel, le visage couvert de farine. « Juste à temps pour déguster nos chefs-d'œuvre » ajouta fièrement Gabriel, portant un plateau de biscuits. Avant les biscuits, Charles intervint, « Nous avons quelque chose d'important à vous annoncer. » Les jumeaux échangèrent des regards curieux tandis que tout le monde s'installait dans le salon. Léa reprit sa place habituelle, souriant d'un air entendu. Michel et Gabriel ouvrirent le dossier. « Charles et moi avons beaucoup réfléchi à notre famille, à la façon dont nous avons grandi ensemble au cours de l'année écoulée, » a déclaré Émilie. « Et nous voulons te poser une question très importante. » « Tu vas te marier ?» demanda Gabriel directement, faisant éclater de rire tout le monde. « Oui, ça aussi, » admit Charles, « mais il y a autre chose. » Il sortit quelques documents du dossier. « Ces papiers sont spéciaux. Si tu acceptes, cela signifie que nous formerons légalement une famille. Je serai ton père, pas seulement le fiancé de ta mère. » Les jumeaux regardèrent les papiers d'adoption avec de grands yeux curieux. « Ça veut dire qu'on peut t'appeler papa ?» demanda doucement Michel, une lueur d'espoir dans la voix. « Seulement si tu le souhaites, » répondit Charles d'une voix légèrement tremblante. « Je ne cherche pas à remplacer ton père. Il fera toujours partie de toi, et nous l'honorons toujours. Et grand-mère Léa sera toujours notre grand-mère, » ajouta chaleureusement Gabriel. « Bien sûr, mon amour, » intervint Léa en ouvrant grand les bras aux enfants. Les jumeaux se regardèrent un instant, se comprenant dans un langage silencieux, avant de se jeter simultanément dans les bras de Charles. « Oui, on le veut » s'écrièrent-ils à l'unisson. Émilie observait la scène les larmes aux yeux, se remémorant cette nuit sur le parking qui avait tout changé. D'une manière ou d'une autre, au cœur de leur moment le plus sombre, ils avaient trouvé le chemin de la lumière. « Eh bien, » dit Léa doucement en essuyant une larme de son œil, « je pense que cela mérite plus que des biscuits. Que dirais-tu de commander une pizza ?»« Pizza » crièrent les jumeaux tout excités, en sautant de joie, tandis que Charles appelait la pizzeria et que les enfants aidaient Léa à ranger les biscuits pour le dessert. Émilie s'approcha de la fenêtre. Le jardin où elles avaient partagé tant de moments précieux brillait maintenant sous le soleil crépusculaire, comme une promesse de jours heureux à venir. La vie avait une curieuse façon de tisser ses histoires. Parfois, les fins les plus heureuses naissaient des moments les plus difficiles, et parfois, la plus belle famille était celle que le cœur choisissait. La maison était illuminée par les lumières de Noël et l'arôme du pain fraîchement cuit se mêlait à celui des biscuits. C'était le premier Noël qu'ils célébraient officiellement en famille, à peine un mois après que leur mariage intime ait légalisé ce que l'amour avait déjà scellé. Léa, presque complètement rétablie grâce à son traitement expérimental, dirigeait les opérations depuis son fauteuil près du sapin, supervisant les décorations avec l'œil expert de celle qui avait organisé des dizaines de fêtes de famille. Un peu plus à gauche, Michel ajustait une décoration parfaite, tandis que Gabriel aidait Émilie à accrocher les chaussettes de Noël au-dessus de la cheminée.
Il y avait maintenant 5 chaussettes, chacune soigneusement brodée de son nom, Charles, Émilie, Michel, Gabriel et Léa. « Tu penses que papa Romain aimerait la façon dont nous avons décoré ?» demanda doucement Gabriel à sa mère. Émilie serra son fils dans ses bras et regarda la photo de Romain qui occupait une place spéciale sur la cheminée. « Je suis sûr qu'il nous sourit du haut du ciel, » murmura-t-elle. « Mon amour, il a toujours voulu notre bonheur. » Charles entra, portant un plateau de chocolat chaud. « Qui veut des guimauves supplémentaires ?» demanda-t-il, provoquant l'élan des jumeaux. « Moi. Moi » crièrent-ils à l'unisson tandis qu'il écoutait depuis son siège. Avant que le chocolat ne soit servi, Émilie a suggéré « Et si on lisait la lettre pour papa Romain ?» Comme le voulait la tradition commencée l'année précédente, les enfants ont solennellement accepté et se sont rassemblés autour de l'arbre. « Cher papa » commença Michel en déroulant le papier qu'ils avaient écrit ensemble. Cette année a été très spéciale. Maman et Charles se sont mariés, et maintenant nous sommes officiellement une grande famille. Grand-mère Léa va beaucoup mieux et dit que c'est grâce à nos câlins magiques, a poursuivi Gabriel. La fondation de maman et Charles aide beaucoup d'enfants qui sont tristes comme nous avons. Et devinez quoi? Nous avons gagné le concours de sciences de l'école. Charles nous a aidés pour le projet, mais c'était nous qui avions l'idée. Émilie et Charles se tenaient la main en écoutant les enfants lire, leurs alliances étincelant sous les guirlandes lumineuses. Léa essuya discrètement une larme. Et surtout, conclut Michel, sachez que nous sommes très heureux. Charles est un papa formidable, tout comme vous, et maman sourit tout le temps maintenant. Nous t'aimons très fort, ajouta Gabriel. Et même si notre famille s'agrandit maintenant, tu seras toujours notre papa du ciel. Après avoir terminé leur lecture, un silence chaleureux emplit la pièce, seulement troublé par le crépitement du feu dans la cheminée. Dehors, les premiers flocons de neige commençaient à tomber. Eh bien, dit finalement Léa, que dirais-tu d'un chocolat chaud? Charles sourit et raconta comment il avait trouvé 2 petits anges sur un parking. Les jumeaux s'installèrent avec enthousiasme, bien qu'ils aient entendu cette histoire des dizaines de fois. C'était leur histoire préférée, comment un acte de gentillesse transformait la tragédie en espoir, et comment l'amour construisait des ponts entre la douleur et le bonheur. Si cette histoire sur le pouvoir de l'amour, de la gentillesse et des miracles de la vie vous a touché, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner. Pour découvrir d'autres histoires touchantes, activez la cloche pour ne rien manquer. D'où écoutez-vous cette belle histoire? Dites-le nous dans les commentaires pour découvrir où, dans le monde, ce récit d'amour, d'espoir et de miracles touche les cœurs.